Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on est reparti pour une vidéo favori. On va faire les favoris du mois de mai. Alors, premier favori, TikTok. Voilà, j'ai essayé, j'essaye de me servir de TikTok. Je pense que je ne m'en sers pas de façon traditionnelle, c'est-à-dire pas comme la plupart des gens ou des TikTokers s'en servent. Je m'en sers plus comme d'un journal de bord. Donc j'essaye de dire toujours ce que je suis en train de lire, comment je ressens ma lecture, etc. À la différence de YouTube, où quand je vous fais un point lecture, généralement j'ai terminé le livre depuis un mois. Et même sur Insta, j'arrive pas forcément toujours à poster et à dire même en story où j'en suis de mes lectures. Donc voilà, l'idée c'est de servir de TikTok comme d'un journal de lecture, où je vous dis, voilà. Donc là, j'essaye de poster tous les 2-3 jours pour vous raconter à peu près où j'en suis de mes lectures et de mes ressentis. Donc si vous voulez avoir des news, de savoir exactement ce que je lis et ce que j'en pense, de façon succincte, pour le coup c'est pas YouTube, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. C'est le même nom, Madame rêve encore de livres, c'est partout pareil, Insta, TikTok, YouTube. Alors, favoris suivants, je vais passer vite puisque ce sont des séries télé, mais dont je vous ai déjà parlé, et ce sont des saisons 3 ou 4. À l'époque où je faisais des vlogs, je vous ai parlé de séries télé, mais je ne vous en ai pas parlé en favoris. Donc c'est pour ça que je me permets d'y revenir, mais rapidement. Donc on va parler de The Sinner 4, de HPI 3 et de Ted Lasso 3. Alors, The Sinner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série policière avec comme point commun juste d'avoir le même enquêteur. Mais par contre, chaque saison, c'est une enquête avec un pan de la vie de l'enquêteur. Et voilà. Et la saison suivante est totalement différente. Si ce n'était le léger filigrane qu'il y a à suivre la vie du flic, honnêtement, les 4 saisons sont totalement indépendantes les unes des autres. Moi, je les ai regardées dans l'ordre. C'est pas... Alors, la première saison, j'avais trouvé géniale, mais vraiment elle est exceptionnelle. C'est avec Jessica Biel, qui est d'ailleurs productrice des saisons suivantes. Je vous avais dit dans une pile à lire que je voulais lire le roman et j'aimerais bien le faire à l'occasion. Et les saisons suivantes sont très bien aussi. Peut-être un peu moins bien. Au bout d'un moment, surtout dans la saison 4, on se dit que quand même le type, il a l'art et la manière d'arriver à un endroit et pouf, il y a des meurtres qui se passent. C'est quand même pas de chance. Donc là, le type, il déboule sur une île. Il est là depuis, même pas 24 heures, il est là depuis 2 heures. Ça y est, il y a une morte. Et évidemment, c'est une morte qu'il a rencontrée 1 heure avant. Bon, une fois que vous avez accepté le principe de base que monsieur est porte-poisse et où qu'il passe, 1, il va y avoir des morts. 2, il va faire une enquête. 3, il va réussir parce qu'il est trop fort. Voilà. Une fois que vous avez ce postulat de base et vous acceptez ce principe un petit peu tiré par les cheveux, franchement, c'est une série qui se laisse regarder. Si vous aimez les polars, franchement, c'est très sympa. Ensuite, HPI. Je ne vais pas vous présenter HPI, on en a beaucoup parlé. Nous, c'est une série qu'on regarde en famille et elle plaît beaucoup à mes enfants. Donc voilà, c'est vraiment un petit moment de détente. C'est absurde, c'est ubuesque parfois, très exagéré. Évidemment que les gens HPI ne se comportent pas tous comme elle, mais ça reste quand même un bon divertissement familial. Audrey Fleurot est parfaite, elle est vraiment sublime. Donc voilà, si vous n'avez encore pas jeté un coup d'œil, regardez, ça peut vous plaire. Et puis Ted Lasso 3, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais vous le savez que Ted Lasso, c'est ma série, bulle de bonheur. Avec Afterlife, dont je vous ai parlé aussi, Afterlife, la série de Ricky Gervais. C'est les 2 séries anglaises qui, ces dernières années, m'ont bouleversée, m'ont beaucoup parlé. Ted Lasso, donc je redis rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs. C'est l'histoire d'un footballeur américain, d'un entraîneur de football américain qui se retrouve recruté pour entraîner un club londonien de football. Sauf que c'est pas le même sport, c'est ce qu'ils appellent soccer et que nous on appelle football. Et évidemment, il déboule, il connaît à peine les règles. Et c'est très drôle. C'est d'abord très drôle et c'est très humain et c'est très touchant. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que le personnage de Ted Lasso, c'est un vrai gentil. Et souvent, dans les séries télé, les gentils sont soit un peu niais, concons, soit ils sont des faire-valoir, mais ce ne sont jamais les personnages principaux. Le vrai gentil ne porte rarement une série sur ses épaules. Or là, c'est ça. Ted Lasso, c'est un vrai gentil. Mais pas idiot, juste le type ultra gentil. Compétent, intelligent, agréable, souriant, poli. Enfin, le mec, il est bien, voilà, et il est gentil.
Et ça donne une ambiance très particulière. Et cette série, c'est un vrai bonheur. Donc au cas où vous seriez passé à côté de Ted Lasso, regardez-la. Alors ensuite un film comme tout le monde, hein, mais je vous en parle quand même. Je suis allée voir Les Trois Mousquetaires. Alors c'est du grand divertissement. Mais vraiment un grand divertissement. C'est bien fait, c'est bien rendu. Je suis partagée sur certains points. Alors, j'ai jamais lu Les Trois Mousquetaires, du coup, comme tout le monde, je pense qu'on est nombreux à se dire la même chose. Je vais sans doute le lire cet été tranquillement avec mon fils. Mais donc je me précipite pas, j'ai besoin de maturer le film et je verrai tranquillement cet été quand je serai tête reposée pour lire le livre. Mais je me suis interrogée sur certains partis pris du film, savoir si c'était vraiment le livre qui est comme ça ou si ils ont pris beaucoup de liberté. Moi, une des choses qui m'a beaucoup étonnée, c'est le côté... Alors qu'ils aient voulu rendre que le Moyen-Âge était évidemment pas comme l'ère contemporaine où on se lave tous les jours, un peu crade. Cependant, le Moyen-Âge, il se lavait quand même. Et je sais pas, voir les mousquetaires et d'autres personnages débouler devant le roi, avec de la paille dans les cheveux, crade partout, de la terre, on a l'impression qu'ils ont pris de la terre, qu'ils ont fait ça et tout ça. Je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a 2-3 trucs au niveau de l'histoire. Alors comme j'ai pas lu le livre, je ne suis pas m'avancer. J'étais un peu surprise de découvrir que c'est Porthos, je crois, qui est bisexuel. Alors en plus, j'ai pas vu ce que ça a apporté au... Quand c'est un intérêt narratif, c'est hyper important de le dire. Là, j'ai pas compris. Et il y a eu d'autres trucs, merde, je sais plus ce que c'est. Il y a eu d'autres trucs où je me suis dit, au niveau de l'histoire, c'est un peu chelou. Et je me suis demandé si dans l'original, Milady avait un rôle aussi important. Cela dit, c'est un personnage que j'adore, que je trouve fascinant. Et j'étais ravie de voir ce personnage aussi bien mis en valeur. Ah oui, je sais, dans le livre, je suis étonnée parce que je pensais que Constance Bonacieux, elle était mariée. Et d'ailleurs, je pensais que Bonacieux était son nom d'épouse. Il me semblait, dans d'autres versions, qu'elle était Madame Bonacieux. Et là, elle est célibataire. Donc, ceux qui ont lu le livre, dites-moi, toutes ces petites choses-là, j'étais un peu étonnée. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, honnêtement, film familial, on a été tous les 4. Du grand divertissement, du plaisir des yeux, les acteurs s'en donnent à cœur joie, le réalisateur aussi, c'est épique, voilà, il y a plein de choses. Franchement, j'irai voir le volume 2 qui sortira en décembre avec beaucoup de plaisir. Et entre-temps, j'espère avoir pris le temps de lire Les Trois Mousquetaires en livre. Voilà. Voilà pour Les Trois Mousquetaires. Autre favori, je suis partie quelques jours à Paris pour l'anniversaire de ma fille. Alors, son anniversaire est en février, mais son cadeau, c'était de l'emmener voir, c'est ce qu'elle m'avait demandé, elle voulait absolument voir Éric Antoine en spectacle. Et à partir de là, j'ai créé un week-end de 4 jours. On est parti le jeudi matin, on est rentré le dimanche soir. Et en plus, coup de chance, je dis à une de mes amies très très proches que j'ai créé ça pour ma fille. Elle me dit « Ah, mais la mienne aussi, elle est trop fan d'Éric Antoine. » Et je ne sais pas laquelle de nous deux a dit « Moi, trop bonne idée. » Donc, elles sont venues aussi. Donc, elles deux. Et on était toutes les 4 à Paris entre filles, entre maman et fille. C'était génial. C'était très relaxant, très agréable, de s'extraire du quotidien, de n'avoir qu'un enfant. En plus, elle en a 5, donc ça a changé beaucoup. Moi, même si j'en ai que 2, c'était différent. Ça crée une promiscuité vraiment à part. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait pour vous donner quand même des petits conseils? Donc, Éric Antoine, bon, c'était la dernière fois qu'il jouait le spectacle, donc... mais vraiment un type incroyable, très drôle, très humain, très agréable. Moi, je ne le connaissais pas parce que je ne regarde pas la télé. Et je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et le spectacle était très bien. Très poétique, drôle. Non, vraiment, je recommande vivement Éric Antoine. On les a amenés voir Clécantos, que je ne connaissais pas du tout, que c'était une idée de ma pote. Et c'était très bien. C'est apparemment un magicien qui a fait 2 fois un incroyable talent, je crois. D'abord sous son nom à lui, puis sous le nom de Clécantos, parce que Clécantos, il a le visage masqué. Et franchement, c'était très sympa. La magie, quand on amène des enfants, ça fonctionne toujours bien. Puis alors lui, c'est de la magie qui fait peur. C'est totalement différent d'Éric Antoine qui fait de la magie humoristique et poétique. Là, c'est de la magie qui fait peur. Et c'était très sympa. Franchement, voilà, un très très bon moment. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a été voir?
Ah oui, on les a emmenés au Grand Palais Interactif, que je ne connaissais pas du tout non plus. Et on avait choisi parce qu'en plus c'était Moucha, donc moi je suis très amoureuse de Moucha. Je suis très art déco, art nouveau dans ce que j'aime au niveau esthétique. Moucha étant bien sûr l'idole absolue. Nous avions été à Prague il y a quelques années, nous avions vu le musée Moucha, etc. J'avais même été dans le cimetière où il y a sa plaque. Mais là, c'était un autre concept, donc c'est interactif dans le sens où vous n'avez pas les tableaux, vous n'avez pas les œuvres, ni les dessins, ni rien. Vous avez des projections sur les murs avec des explications, etc. Donc c'est vraiment une approche très différente de l'art. Il y a un moment donné, on était allongés sur des coussins et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a regardé des vidéos, des projections, des trucs. Enfin, alors, quand on en est ressorti, Ingrid et moi, on était vraiment enthousiastes. On a adoré. Les filles ont adoré. À la fin, on pouvait faire son tableau Moucha avec ses propres créations, en prenant des bouts de ceci, des bouts de cela, et on pouvait se l'envoyer par mail. La boutique, passion boutique de musée quand même, hein, je l'avoue, passion boutique de musée, était vraiment excellente. Avec plein de propositions différentes, des possibilités d'impression à la demande, donc vraiment un truc très qualitatif. Et en rentrant, je raconte ça à une autre amie très proche, Caroline, et elle me dit qu'elle n'aime pas du tout ce principe parce qu'elle trouve que ça affaiblit les œuvres, que ça... Merde, comment elle m'a vendu ça? Je sais plus. En tout cas, c'est un débat que je trouve hyper intéressant. N'hésitez pas à en parler en commentaire si vous pensez que le fait de ne pas voir vraiment les vraies œuvres, c'est pas un peu trop simple, on perd l'intérêt de l'art quand on ne voit pas les œuvres, ou est-ce qu'au contraire on les rend plus accessibles et que c'est pas grave. Voilà, donc deux écoles. Moi j'étais hyper enthousiaste quand on a vu ça. Caroline m'a mis un peu le doute. Bref, en tout cas, honnêtement, avec des enfants, c'est à faire parce que vraiment ça permet de rendre l'art plus accessible. Et moi je trouve que c'est important de rendre l'art accessible. Et d'ailleurs l'après-midi, on a amené les filles à la Fondation Vuitton pour voir l'expo Basquiat, merde j'ai mangé son nom, Warhol. Et on a vu la différence, parce que là, elles se sont ennuyées. Moi, ma fille, elle m'a saoulée. J'ai trop chaud, j'en ai marre, j'ai mal aux jambes, je comprends pas, je comprends rien, j'aime pas, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. C'était épuisant. Alors, il y a mon chat qui est sur la table et qui se gratte, c'est pour ça que la caméra fait ça, pardon. Et elles n'ont pas du tout aimé. Alors moi, j'étais contente d'y aller parce que j'avais pas vu encore ce bâtiment, la Fondation Vuitton, je n'avais pas mis les pieds. Donc j'étais contente d'y aller, de voir le bâtiment. L'expo était compliquée d'accès, c'est vrai, voilà, quand on n'a pas d'explication, que c'est brut de pomme, qu'on est face à des murs blancs avec en plus c'est des grandes œuvres, et ben ça peut paraître assez aride, un peu abrupt. Et je comprends, mon chat qui se gratte encore, arrête. Et je comprends que ça puisse être difficile. Donc pour moi, l'art est super intéressant, mais parfois ça demande de l'accompagnement. Alors il y en a qui n'en ont pas besoin. Je sais pas, c'est tout un débat. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah si, oui, quand même une petite chose qu'on a fait qui était hyper sympa. C'est, on était dans une vraie brasserie parisienne. Vous savez, les brasseries à l'ancienne, où on vous sert des plats à l'ancienne, avec les serveurs qui servent un peu comme ça, avec le plateau comme ça et tout ça. Le truc un peu typique parisien. Et les filles ont adoré. Nous aussi, on s'est éclatés, on a trouvé ça super sympa. Donc, vraiment, c'est des trucs à faire en famille, avec des enfants, en duo, en couple, bref, à faire. Et on passe à une série qui s'appelle Daisy Jones and the Six. Alors, ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment savent que j'ai lu le roman, ça doit être en janvier, je crois, que j'ai beaucoup aimé, ou fin d'année dernière, hein, je ne sais plus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'étais assez étonnée, je ne m'attendais pas à aimer autant. Honnêtement, vraiment, j'y croyais pas forcément. Et ce roman m'a beaucoup enthousiasmée, je l'ai mis dans plein de favoris. Je l'avais mis dans mes Oscars. Et oui, j'ai fait une vidéo Oscar du livre. Et oui, vraiment, ce livre était très original dans la narration et l'écriture. Et j'étais impatiente de voir comment ils allaient réussir à transposer en série télé. Et je trouve que le travail a été plutôt bien fait. La série télé est plutôt chouette, les acteurs sont bien. Celle qui fait Daisy Jones, alors elle est peut-être pas aussi belle et flamboyante qu'elle est décrite dans le roman, mais elle est particulièrement bien, je la trouve très juste.
Ça fait une roqueuse très sympa. Alors, est-ce qu'ils l'ont choisi vraiment juste par rapport à son physique ou est-ce qu'ils l'ont choisi aussi parce que c'est la petite fille d'Elvis Presley? Je ne sais pas. Ils se sont dit que peut-être ça rajoutait pour le spectateur qui le sait un petit côté un peu rocker, un petit peu d'atavisme là-dedans, je ne sais pas. Mais cette série est pleine de qualité, l'adaptation est plutôt bonne. Alors ils n'ont pas pu rendre le mode de narration exactement comme il est dans le livre, mais ils ont trouvé des biais, ils se sont débrouillés, ils ont réussi à rendre compte de plein de choses. Et ce qui est sympa, c'est que dans le livre, on est un peu frustré parce qu'elle a écrit les chansons, Taylor Jenkins Reid, mais elle n'a pas pu les mettre en musique. Évidemment, c'est un livre. Et là, on a les musiques. Et franchement, eh ben, ça donne très très bien. C'est vraiment une série que je trouve très chouette. Donc je vous la conseille. N'hésitez pas avant à lire le livre. Il est très sympa et ce serait dommage de le divulgacher alors qu'il est vraiment très 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 chouette. Donc si vous ne l'avez pas, si vous avez regardé la série sans lire le livre, c'est pas grave. Mais si vous avez l'occasion, voilà, faites ça dans l'ordre. Alors je reviens avec un film que j'ai trouvé hyper intéressant qui s'appelle Maestro. C'est pas un grand film du tout. Mais j'ai trouvé que c'était un univers qu'on voyait trop peu à l'écran, c'est-à-dire l'univers de la musique classique. Et là, on suit l'histoire d'un chef d'orchestre qui est joué par Yvan Attal, donc dont le père est lui-même aussi chef d'orchestre. Le père est joué par Pierre Arditi, la mère est jouée par Miu Miu, et c'est un film de Bruno Chiche. Et l'idée, la thématique du film, je la trouve intéressante. En fait, on propose... excusez-moi, je ne sais pas comment je vais réussir à vous l'expliquer. Le père, son rêve, à lui, en tant que grand chef d'orchestre, c'est un jour d'être pris pour diriger la Scala. Évidemment, voilà, la Scala de Milan, c'est le truc ultime pour un chef d'orchestre. Et un jour, il reçoit un appel lui proposant le poste. Donc, il est fou de joie. Et sauf qu'en fait, ils se sont trompés. Et c'était le fils qu'il voulait faire venir pour diriger la Scala de Milan. Et comme les relations entre le père et le fils sont très compliquées, très dans la rivalité, notamment du point de vue du père, qui est quelqu'un de pas forcément toujours sympathique, ça crée une tension entre les deux et un rapport d'homme, rapport père-fils, rapport humain, avec la mère, avec l'ex-femme, avec la femme, avec les enfants. Et voilà, ce microcosme familial va devoir gérer cette espèce de micro-crise au sein de la famille. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc je voulais vous le mentionner. C'est pas un grand film du tout, c'est pas ça. Hein. Mais la thématique était plutôt intéressante. Et puis l'univers des chefs d'orchestre et de la musique classique, c'est pas le plus exploité. Donc voilà, encore un peu de musique. Alors pour le favori suivant, c'est une anecdote. Il faut savoir que mon Jules m'appelle toujours Simone, me surnomme Simone. C'est un prénom que j'aime bien, on se demande pourquoi. Et je crois que je l'avais fait voir sur Insta, mais je ne l'avais pas fait voir sur YouTube. Il y a quelques temps, je vais à Emmaüs, donc favori du moment Emmaüs, on trouve de tout. Et qu'est-ce que je trouve à Emmaüs? Ce petit bol breton fait main. Alors c'est marqué en dessous fait main, donc déjà trop bien. Bon, c'est pas le motif que je préfère, hein. Je préfère les plus classiques, mais bon, la petite dame sur son rocher, pourquoi pas. Mais surtout, vous le voyez à l'envers, Simone. Honnêtement, il y avait plein de vaisselle, vous avez commencé Emmaüs, il y avait plein de vaisselle entassée partout, de toutes sortes, des piles de verres, d'assiettes, machin, des bols. Et qu'est-ce que je vois? 3 €. Comme quoi, aller fouiner à Emmaüs de temps en temps, c'est pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Simone, je voulais juste vous mentionner que j'ai regardé le film Simone avec Elsa Zilberstein dans le rôle de Simone Veil. Je vous le mentionne ici, mais je pense que ce n'est pas du tout un bon film. C'est même assez catastrophique. Mais ça a le mérite d'exister. Regardez-le. S'il y en a qui l'ont vu, je veux bien en discuter avec vous. Moi, j'ai trouvé ça absolument raté. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Elsa Zilberstein n'est pas du tout crédible en Simone Veil. J'ai trouvé qu'ils n'arrivaient pas, enfin il ou elle, je sais pas qui c'est qui a réalisé le film, n'arrivait pas à prendre un angle d'approche. L'alternance passé-présent ne fonctionne pas, les acteurs ne fonctionnent pas. J'ai trouvé que c'était narrativement assez pauvre. C'est un film qui ne m'a pas plu du tout.
Et voilà. Je vous parlerai prochainement des BD. J'ai lu des BD sur Simone Veil et d'autres sujets autour de cette thématique que j'ai trouvé excellente et que je vous conseillerais plus volontiers. On en reparlera, mais là, ce film, grosse déception. Alors, un film qui m'a beaucoup plus plu, par contre, c'est Boîte Noire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Pierre Ninet. Pareil, hein, je trouve que c'est un univers dont on parle peu. Et moi, j'avoue que je ne sais pas très bien ce que c'était qu'une boîte noire, comment ça fonctionne, etc. Et donc là, on est sur un crash d'avion et on a un spécialiste des écoutes. Alors vraiment, c'est un métier très très pointu. Le mec, il a les oreilles hyper aiguisées et il est capable de dire ce qui a dysfonctionné dans l'avion au niveau des bruits. Il écoute tout, il entend tout, les différentes modulations. Incroyable. Et on va suivre une enquête policière autour de ce crash d'avion. Je ne vous en dis pas plus parce qu'en fait, vraiment, on peut le regarder en se laissant porter. C'est un film policier. Pierre Ninet, évidemment, va rencontrer plein de problèmes parce qu'il va découvrir des choses qu'il ne devrait pas découvrir. Et voilà. C'est un petit film tout simple, sans prétention, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça hyper sympa à regarder. Ça fait une soirée. On flippe un peu pour Pierre Ninet parce qu'à un moment donné, ça part quand même un peu en cacahuète. Très sympa à voir si vous aimez ce type d'ambiance un peu sombre, un peu angoissante. Et sans transition aucune, à l'opposé du spectre, je vous propose la série True Lies. Alors, True Lies, c'est bien sûr adapté du film américain True Lies, lui-même adapté du film français La Totale de Claude Zidi. Et dans ce film, alors à l'origine, voilà, c'était ça, c'était enfin, c'est toujours le même principe. Lui, il est espion, elle ne sait pas qu'il est espion, et en fait, elle découvre qu'elle est espion, et blablabla. Donc, le film de Zidi avait très très bien marché, mais bon, c'était Miu Miu, c'était Thierry Lhermitte, c'était Eddie Mitchell, hein, on n'était quand même pas sur le même univers. Quand ça a été repris par les Américains, ça a été repris par James Cameron. Donc, on a vraiment un réalisateur. Sauf que l'autre jour, j'ai voulu le regarder. C'est absolument abominaffreux. Hein. True Lies, c'est abominaffreux. C'était pourtant avec Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger. On pouvait espérer le mieux avec un James Cameron qui gère tout ça. C'est très mauvais. Enfin, j'étais très très déçue. Comme quoi, voilà. J'en gardais un bon souvenir à l'origine. Du coup, je voulais regarder La Totale. Et ben, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, oh là là. Le film, il est de 91. Ça va être... Donc, j'ai pas osé regarder La Totale. Dites-moi si vous l'avez vu récemment. Si c'est toujours regardable ou si c'est comme True Lies, ça a trop mal vieilli. Voilà. Donc, en attendant, j'ai voulu regarder la série. Alors, on va être honnête, c'est pas bon du tout. Ah, vraiment pas bon. Mais, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les petites séries un peu mauvaises, un peu alors invraisemblables, vraiment rien ne fonctionne, c'est exagéré, ça part dans tous les sens, parfois même bon bref, pardon, je bafouille. Emily in Paris. Vous voyez le principe d'Emily in Paris où rien ne va. Et en fait, on regarde quand même parce que c'est sympa. Eh ben c'est pareil, voilà. C'est le Emily in Paris chez les espions. Ah, rien ne va, mais on regarde quand même parce que c'est plaisant, parce que c'est rigolo, parce que ça fonctionne bien. Série du matin au petit déjeuner, parfaite. Pour terminer, je vais vous parler d'un film qui est adapté d'un livre, c'est Compromat. C'est l'histoire vraie d'un type qui était en mission en Russie et qui était accusé de pédophilie et qui s'est retrouvé en tôle et ambiance. Je vous laisse imaginer la prison en Russie pour pédophilie. Voilà. Et on va suivre son évasion en fait. Et donc c'est l'histoire vraie de ce type. Voilà. Alors j'ai un petit peu lu dans la presse que le mec dont on s'est inspiré et du livre dont on s'est inspiré, il n'a pas du tout aimé le film. Moi, j'ai pas lu le livre, je ne connais pas sa vie, donc je ne peux pas juger. Mais ce que je sais, c'est qu'en regardant le film, on se prend au jeu. On se prend au jeu de ce type, de l'aider, d'espérer qu'il va s'en sortir. Et j'ai trouvé touchant. Alors, je l'ai regardé parce que c'était Gilles Lelouch qui a le rôle principal. Hein. L'argument vaut ce qu'il vaut, il est là, c'est comme ça. Et franchement, Gilles Lelouch tient le film, ça fonctionne bien, c'est un vrai film d'évasion dans l'univers russe. C'est un film qui se regarde tout seul. Si vous avez envie de passer une soirée, alors c'est un petit peu angoissant par moment, mais voilà, c'est un film qui se laisse regarder. Je pense que les critiques ne devaient pas être très bonnes, mais moi je m'en fiche. J'ai passé un bon moment et j'avais envie de le partager avec vous parce que parfois, juste un petit cinéma du dimanche soir un peu popcorn, ça fait du bien aussi.
Voilà. Un de mes favoris du moment aussi, c'est les Gardiens de la Galaxie. Alors, les critiques sur les Gardiens de la Galaxie 3 ont été abominables. Ok, je comprends. Mais sur moi, ça fonctionne. Voilà, il y a une musique de dingue, mais vraiment, les BO de ces films-là sont exceptionnels. On retrouve les acteurs, on retrouve une ambiance folle dingue. En plus, cet épisode 3 est quasiment extrait du reste de l'univers. Il n'a pas de lien comme certains films ont avec le reste de l'univers Marvel. Il est vraiment dans son jus tout seul à faire son petit truc. Ça boucle une boucle, c'est rigolo, c'est léger. Bon, le gros défaut du film, c'est que c'est quand même un peu tire-larme parce qu'on va suivre l'histoire de la construction de Rocket, le raton laveur, de savoir comment il est devenu Rocket en fait, comment de raton laveur il est passé à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc vous avez en parallèle le passé et puis l'aventure actuelle où des méchants essayent de le récupérer et bien sûr Star-Lord et ses petits copains vont essayer de trouver une solution pour l'aider. Je sais, le scénario est nul, enfin voilà, mais je sais pas, je vais voir ça au cinéma, je passe un bon moment, mon fils a passé un bon moment aussi. C'est pas le pire des Marvel, hein. Franchement, j'ai vu bien pire. Au moins c'est léger, c'est drôle, c'est plein de bonne musique, c'est plein de couleurs, c'est pop. Voilà. Je vous dirais pas que c'est un grand film, mais on passe quand même un bon moment, je trouve personnellement.